Ces dernières saisons n'auront pas été celles de Magnus le Rouge. À la manière d'un Neymar, dès qu'on le mettait sur le terrain, il avait tendance à se casser en deux. L'unique différence maintenant entre deux, c'est le fait que Magnus n'a qu'un œil, mais lui a bien deux jambes. Et il revient cette année sur la V10, et je peux vous garantir qu'il n'est pas venu pour faire de la figuration. Le Cult Genestealer est probablement l'une des meilleures armées de cette V10. Le fait est, c'est que pour jouer cette armée, il faut un cerveau, il faut de l'énergie, et surtout, une immense maîtrise du jeu. Mais je me pose tout de même une question, lorsque les tyrannides sont moins bons et la garde impériale sont moins bons, alors que Cult Genestealer, lui, est au-dessus de tout le monde, est-ce que la survie de l'humanité ne dépendrait pas du fait de s'accoupler entre humains et aliens? Salut les roommates, mon Blas et Félix, vous êtes dans la Wargame Room, et on se retrouve aujourd'hui pour le petit retour sur expérience concernant l'armée Cult Genestealer ainsi que le Thousand Suns. Tout d'abord, on survole les petites erreurs de jeu que vous aurez pu constater pendant ce deuxième rapport de bataille. Je tiens à continuer à faire ce type de format, du moins pendant le début de version, puisque nous sommes nombreux à apprendre tous ensemble cette version, et je pense que ça peut être pas mal de soulever les points négatifs, les erreurs qui auraient pu être faites pendant les rapports de bataille. Au passage, un grand merci à Bijorn Games, que vous pouvez retrouver sur YouTube, qui constamment me donne des conseils pour m'améliorer, que ce soit au niveau des règles ou au niveau du jeu. Et encore, merci à vous tous qui êtes présents dans les commentaires sur YouTube et en live sur Twitch pour me remonter toutes ces informations. On commence avec la règle de blessure dévastatrice. Vous aurez pu constater que pendant le rapport de bataille, on avait tendance donc à faire de la blessure dévastatrice et en plus de ça, d'infliger des sauvegardes. Or, lorsqu'on utilise cette règle, on inflige donc les dégâts de l'arme en blessure mortelle et la session s'arrête ici. On n'a pas de sauvegarde à faire derrière pour perdre encore plus de points de vie. La mutalite, quant à elle, tire bien au corps à corps puisqu'elle est monstre, elle ne tire pas par contre avec les armes à blast. Donc en gros, elle tire pas puisque les armes à blast ne peuvent pas tirer lorsqu'elles sont à portée d'engagement. Pour ce qui est du Doombolt, donc le pouvoir que Magnus a lancé plusieurs fois pendant la partie, ce pouvoir ne peut pas cibler les personnages puisque, bien que ce soit un pouvoir et non pas vraiment un tir ni vraiment une attaque de corps à corps, bref, mais il se fait quand même pendant la phase de tir, il n'a pas le mot-clé précision et ne peut donc pas cibler les personnages à l'intérieur des unités ou encore les personnages qui sont lone opérative, donc agents solitaires en français. Et pour terminer sur les erreurs de jeu, on va dire majeures sur cette partie, lorsqu'un personnage échoue sur sa règle d'arme hasardeuse, il va se prendre directement 3 blessures mortelles et non pas des 3. Et pour ce qui est de Magnus, il n'est pas donc imposant, il n'est pas towering, puisque moi je pensais que toutes les figurines plus hautes de 6 pas l'étaient. En fait, il faut bien que ces figurines-là aient le mot-clé. Magnus n'ayant pas ce mot-clé, il ne peut donc pas tirer à travers les bloquants, et donc utiliser la règle de ligne de vue réelle. Il sera sujet, comme les autres figurines, au bloquant, c'est-à-dire que si on est derrière un bâtiment et qu'on doit tracer une ligne entre ce bâtiment, notre unité et Magnus, eh bien il ne pourra tout simplement pas tirer dessus. Allez, on commence par mon retour sur le Cult Genestealer. Les points forts de cette armée sont bien évidemment les packs d'acolytes dotés de mines, puisqu'ils sont très très forts. Lorsqu'ils repopent, en plus leurs mines repopent avec eux. Le fait de les booster avec le Nexus d'un côté, le Primus de l'autre, nous permet d'utiliser plusieurs fois le même stratagème pendant la même phase, d'améliorer leurs touches. Ça peut être vraiment pas mal, combiné surtout aux Ash-Shield Ridge Runner qui, lorsqu'ils tirent sur des ennemis, eux aussi améliorent la létalité de nos unités. En plus de ça, lorsqu'on arrive des frappes en profondeur avec les unités du Cult Genestealer, on gagne aussi des bonus sur nos armes minières. Donc tout ça mis bout à bout, ça fait des unités vraiment très très fortes. Bien évidemment, vous avez pu constater sur le rapport de bataille que on est quand même en mousse et on est donc sujet à la contre-charge. C'est comme ça que j'ai perdu très bêtement une unité entière de mine. En tout cas, unité, je pense, phare du codex, peut-être la meilleure. J'aime beaucoup le type de gameplay qui va avec, et c'est un cancer pour l'adversaire, puisque à chaque fois que l'unité meurt, elle revient automatiquement. Puisqu'elle est infanterie et qu'elle est ligne, on n'a même pas besoin de jeter un dé, et ça c'est plutôt pas mal. L'autre point fort de cette liste, c'était le pack de 10 aberrants, que je pensais pas si résistant que ça, et en fait, 3 points de vie, endurance de 6, réduit la blessure lorsqu'on tire dessus avec une arme plus forte que leur endurance. Les mecs rigolent pas, en plus ils ont un insensible à la douleur de base, ils sont vraiment chiants à tomber, et je pense que dans mon gameplay, j'aurais peut-être dû les sortir plus tôt et les mettre direct au centre du champ de bataille pour que mon adversaire se casse un petit peu le museau dessus. En tout cas, j'ai été très surpris par cette unité puisque je la trouvais un petit peu chère, parce qu'au final, elle n'a pas une létalité monstrueuse comparée à certaines unités, même si elle se défend pas trop mal, mais en tout cas, elle a une résilience qui est vraiment ultra importante, surtout pour l'armée Cult Genestealer,
qu'il n'y a pas grand-chose de très résilient. De plus, j'ai bien aimé le pack de 20 néophytes avec les armes lourdes, les lance-grenades, combiné bien évidemment avec le perso qui va bien, les Achille Regener qui tirent avant, etc. On arrive à faire des touches assez fiables et on arrive à déglinguer à peu près tout ce sur quoi on tire. Donc ça s'est plutôt pas trop mal passé pour cette unité-là. Et si j'avais voulu faire une liste un petit peu plus optimisée, très certainement que j'aurais mis un pack supplémentaire, très certainement à la place des hybrides métamorphes par exemple, ou encore même peut-être des Genestealers et du Génocrate. Du Patriarche, excusez-moi. Globalement, j'ai un avis très positif sur le cult Genestealer parce que c'est pas une armée qu'on va poser sur la table et on va rouler sur notre adversaire. Si on ne sait pas la jouer, c'est un cancer, c'est une galère. Il faut vraiment mesurer chacun de nos déplacements, chacun de nos mouvements. Le repop, il faut vraiment mettre les tokens aux bons endroits si on veut pas se les faire mettre à l'amende. C'est tricky à jouer, c'est très, je pense, très technique. C'est peut-être une des armées les plus, je pense, difficiles du jeu, en tout cas à maîtriser complètement. C'est bien pour ça d'ailleurs que vous avez très certainement dû voir pas mal d'erreurs de jeu, on va dire, au sein de cette bataille, ou alors des erreurs de séquencement, oublier le fait de faire tirer d'abord les Achille Ridge Runner, ou encore le sniper à moto qui permet, lorsqu'il cible une unité et qu'il la touche, d'améliorer la touche de toute l'armée qui va après cibler cette unité. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, il faut bien le séquencer, et il y a des personnages vraiment très importants qu'il faut avoir dans son armée de manière obligatoire, voire en plusieurs exemplaires. Pour ce qui est des points négatifs, eh bien, les Genestealers, je pensais qu'ils avaient conservé leur invulnérable à 4+, j'ai fait l'erreur d'ailleurs, c'est une invulnérable en fait à 5+, même s'ils ont 2 points de vie et que mine de rien, ils développent un bon niveau, un bon nombre d'attaques, surtout quand on met le Patriarche avec eux. Je pense que c'est pas l'unité la plus impactante de l'armée et je pense qu'on aimera mettre des points peut-être ailleurs. Le point positif de cette unité, c'est qu'elle peut se déployer en infiltration, donc à 9 pas de toute unité ennemie ou de la zone de l'adversaire. C'est plutôt pas mal, mais il y a une amélioration dans l'index du Cult Genestealer qui nous permet de mettre cette capacité... Il y a cette capacité-là dans l'index du Cult Genestealer qui nous permet de donner à un personnage le fait d'être infiltrateur et donc à son unité aussi. Donc on aurait très bien pu, par exemple, mettre cette capacité-là sur le Biophagus qui était avec mon unité d'aberrant et faire en sorte que mes aberrants soient posés à 9 pas de l'adversaire, tour 1, genre en plein milieu de la map par exemple. Donc peut-être que ça aurait été peut-être plus judicieux de faire ça, puisque je trouve qu'au final, les Genestealers sont pas si impactants que ça et moins résilients que je le pensais. Même s'ils ont quand même bien servi, puisqu'ils ont réussi à faire sortir quasiment la mutalite au début du premier tour. Mais mine de rien, si je devais refaire ma liste et l'optimiser un petit peu plus, peut-être que mon choix se dirigerait peut-être pas vers les Genestealers. Autre point négatif, les métamorphes. Les métamorphes, c'est un petit peu dommage parce que c'est pas une unité de ligne, donc quand ils meurent, on va difficilement les faire revenir. Enfin, faudra jeter un dé et pas le rater. Le fait est que, mine de rien, leurs armes, je trouve, sont meilleures au corps à corps qu'elles l'étaient en V9. Par contre, voilà, le fait qu'ils ne soient pas ligne les met un petit peu en porte-à-faux et je les trouve peut-être un petit peu chers pour l'impact qu'ils ont. Avant, ils tapaient avant de mourir de base. Maintenant, il faut jeter un dé pour les faire frapper avant de mourir. Ils risquent de rater ce jet de dé-là. Donc, je trouve l'unité plus forte en termes de létalité, mais moins forte sur le reste de ses règles, et en plus de ça, on ne peut plus que les jouer par 10, alors qu'on avait tendance à pouvoir les jouer, je crois, par 15, voire par 20 en V9. J'aimais beaucoup cette unité en V9, et quand j'ai lu la première fois l'index sur la V10, j'étais plutôt enthousiaste sur cette unité-là, et en fait, une fois sur table, je me suis rendu compte que c'était pas la folie, mine de rien. Entre le théorique et le une fois sur table, eh bien, parfois il y a une grande différence. Pour revenir un petit peu aussi sur les points positifs, le saboteur est incroyable. Le fait de pouvoir balancer de la mine une fois par tour, je crois, sur les unités qui vont s'approcher de lui. Il a une mine qui est ultra forte, qui s'utilise une fois par bataille, puis d'autres mines qui s'utilisent sans ligne de vue. Enfin, c'est un personnage incroyable pour 55 points. Attendez-vous à ce que clairement son coup change parce que je pense que c'est aberrant de laisser cette figurine à 55 points. Elle est infiltratrice, enfin infiltratrice, bon bref, l'unité. Le saboteur est infiltrateur, donc on va pouvoir direct le mettre chez l'adversaire, enfin proche de l'adversaire pendant le déploiement. Et bien évidemment, dans les grosses listes, on va en jouer 3 parce que 165 points les 3, c'est clairement cadeau, donc clairement à jouer. Et pour revenir sur les points négatifs,
Il y a, mine de rien, énormément de personnages dans cet index, et il y a quand même quelques personnages qui sont pas si forts que ça. Déjà, le Biophagus, je suis un peu mitigé, il faudra que je reteste, mais je suis un peu mitigé à son sujet. La Magus, bien évidemment, je l'avais mise là uniquement pour essayer d'encaisser de la mortelle. Au final, je me la suis tuée tout seul. Enfin bref, c'était pas un super bon investissement, et je la trouve pas ouf sur cette version, en tout cas en version index. Et pour terminer, surtout le personnage sniper, pareil, je voulais le mettre parce qu'il était anti-infanterie, anti-psycheur, enfin bref, il était un petit peu taillé pour essayer de tuer du personnage, mais au final, l'impact était pas ouf. On saluera peut-être le fait qu'il est agent solitaire et que du coup, il ne peut pas être ciblé lorsqu'on est à plus de 12 pas de lui, mais je le trouve pas ouf, surtout comparé au personnage sniper à moto qui lui a une mobilité folle et qui a une bonne capacité pour faire bénéficier le reste de l'armée au niveau de leur capacité de tir, donc c'est plutôt pas mal et je trouve qu'ils se combattent bien alors que le sniper, le Sanctus, lui, se joue vraiment tout seul et est peut-être beaucoup moins impactant et peut-être un petit peu cher pour le peu de choses qu'il peut apporter à l'armée. Globalement, ce que j'aimerais tester dans un prochain éventuel rapport de bataille, c'est peut-être les escouades de moto. Bon, elles ont été nerfées récemment puisque elles avaient un combo où on pouvait faire des grenades avec de la blessure mortelle et si en plus de ça on avait le sniper intégré, comme il permet de faire un mouvement après la phase de tir, il faisait faire un mouvement à l'unité de moto et l'unité de moto pouvait réutiliser cette capacité. Ça a été nerfé cette capacité-là, quoi qu'il arrive, on ne peut l'utiliser qu'une seule fois par tour. Donc l'escouade et l'unité est beaucoup moins impactante en termes de létalité qu'avant. Par contre, on est sur des unités qui bougent quand même très très vite et qui peuvent aller prendre des points sur la map assez facilement. Donc j'aimerais bien les tester sur un prochain rapport de bataille. Pareil pour ce qui est du transport et éventuellement du Goliath avec sa lame concasseuse, parce que mine de rien, au corps à corps, il fait pas que des blagues. Et mine de rien aussi, le transport peut transporter 10 figurines qui peuvent tirer à son bord, et ça peut être pas mal à essayer. Donc retour global sur le Cult Genestealer, armée ultra intéressante à jouer, codex quand même assez riche, puisqu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Par contre, voilà, on est sur une armée où il faut maîtriser clairement le jeu de A à Z, parce que sinon on va faire des erreurs. Et lorsqu'on s'entend dire que l'armée Cult Genestealer est complètement pétée et qu'elle roule sur tout le monde, eh bien, ça n'est pas obligatoirement le cas, parce que pour ça, il faut vraiment avoir un cerveau et savoir bien s'en servir, ce qui des fois n'est pas vraiment mon cas, surtout quand on tape 12 heures de tournage. Et avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et les vidéos en temps réel. Mettez votre avis dans les commentaires et dites-moi ce que vous pensez des armées, donc Cult Genestealer et Thousand Sun en ce début de version. Si vous voulez aider le studio dans son développement, vous pouvez acheter vos figurines via MyHobbyPlace ou encore faire vos achats via Amazon ou encore directement faire un don via les financements participatifs qui sont Tipeee et Tipeee Stream. Je compte sur vous. Pour ma part, vous pourrez me retrouver tous les lundis soirs à partir de 20h30 sur Twitch. Et puis, si comme moi, vous manquez d'énergie pendant vos 12 heures de rapport de bataille, vous pouvez toujours boire au lit. Alors, ça m'a pas aidé au niveau du cerveau, par contre, ça m'a aidé à tenir les 12 heures de tournage. Tous les liens sont bien évidemment dans la description. N'hésitez pas à y aller faire un tour. Ah, bah, regarde, je me suis brossé les dents avant, c'est dégueulasse. Ah, c'est pas dentifrice au lit, pas bon. À noter. Et pour le retour de l'ami Guy par rapport à ces Thousand Sons, bah écoutez, il était quand même plutôt ravi puisque les Thousand Sons sont quand même une des armées les mieux classées à l'heure actuelle, en tout cas selon moi et selon certaines personnes. Très très fort, hein. Magnus, je pense clairement. Alors lui, il me le met moins auto-include. Moi, je le mets direct parce que je le trouve vraiment trop fort, trop impactant, trop endurant. Et en plus, ultra charismatique, ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer des grosses figurines. Donc moi, clairement, Magnus, je l'adore. Lui, il ne met pas en auto-include, lui, il aurait plus mis Harryman, qu'il n'a pas joué d'ailleurs, puisque Harryman permet de faire un sort supplémentaire gratuitement, et même un sort qu'on a déjà fait. Donc, un double Doombolt, par exemple. Ne pas oublier une règle très importante au niveau des rubriques Marines, qui leur permettent de relancer leur jet de blessure de 1, et surtout si on tire sur une unité qui est à portée d'un objectif, de relancer carrément tous les jets de blessure. Et là, je peux vous dire que sur un pack de 10 lance-flammes, ça rigole pas du tout, parce que, alors là, c'est un avis personnel, je trouve que le rubrique Marines lance-flamme est meilleur en tout point à celui avec le bolter. Guy vous conseillera de jouer quand même des Marines avec des bolters pour pouvoir utiliser le stratagème qui fait passer les bolters en armes psychiques. Moi, je suis un petit peu moins convaincu par ce mode de jeu-là. En tout cas, l'escouade de 10 lance-flammes a été plus qu'efficace sur cette partie, donc je la recommande grandement, surtout pour faire de la contre-charge, du contre-close, ou même en gardien de but chez soi, ça peut être pas mal.
Selon lui, cette armée n'est pas énormément difficile à jouer. Je trouve quand même qu'il y a quand même une bonne phase de réflexion à avoir et surtout qu'il faut un bon dispositif pour protéger ses personnages. Puisqu'en effet, lorsqu'on perd beaucoup de personnages au sein de l'armée Thousand Sons, bon, il n'y a pas que celle-ci, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. Vous tuez tous les personnages du Q-Gen, c'est exactement pareil. Mais lorsque vous vous débarrassez des personnages Thousand Sons, l'armée va commencer vraiment à galérer derrière. Donc effectivement, il y a un dispositif à prévoir pour protéger ces personnages, car il y en a beaucoup qui sont clairement auto-inclus dans vos listes d'armées. Pour ce qui est de sa liste en lui-même, peut-être qu'il n'aurait mis qu'un seul pack de Tzaangor pour récupérer donc ce fameux point de cabale une fois par tour lorsqu'ils sont apportés d'un objectif, il me semble. Le deuxième pack de Tzaangor était peut-être pas obligatoire. Les Tzaangor sur disque sont extrêmement peu chers et j'aurais tendance à vous dire d'en mettre 2 voire 3 parce que je crois qu'on est à 45 points les 3 figurines et alors pour faire un petit peu de contrôle map ou pour se projeter sur la map à bas prix, il n'y a pas mieux. Donc clairement, je plus sois complètement cette unité. J'adore en plus les figurines, je trouve qu'elles étaient clairement pas jouables avant. Donc gros kiff sur l'unité de Tzaangor sur disque. La Mutalite a un réel impact dans le jeu. Vous avez pu constater qu'elle rigole quand même pas du tout. Et en fait, l'impact qu'elle a ne va pas du tout avec son coup en points. Et je pense que c'est pour ça qu'on en voit quasi systématiquement. C'est parce que clairement, la Mutalite est vraiment pas chère. C'est pas dit que si demain elle passe, je sais pas, je vous dire une bêtise, à 200 points, on continuera à la jouer. En attendant, c'est un moyen ultra low cost de mettre quand même une grosse figurine sur la table, voire d'en mettre deux, et vraiment d'embêter votre adversaire avec ça. Donc clairement la Mutalite, gros kiff, surtout en ce début de version. Pareil, je trouve la figurine magnifique, elle était compliquée à jouer avant. Là on a clairement envie d'en mettre plusieurs, donc profitons-en avant un éventuel nerf. Après réflexion, peut-être qu'un Rhino aurait été utile pour transporter que ce soit les rubriques Marines lance-flammes ou encore d'autres rubriques Marines. Les Terminators full option avec les Soul Reaper et les lance-missiles sont quand même plutôt résilients et pas rigolo du tout à affronter. Faut se lever tôt quand même pour tomber les 10. Donc je pense que c'est aussi une unité, selon moi, qui est peut-être pas auto-incluse, mais qui est quand même intéressante. Parce qu'elle coûte quand même un petit peu cher en points. Et si on commence à mettre ça avec Magnus, on se rend compte qu'on bouffe quand même pas mal de points. Alors que les rubriques Marines sont, je trouve, quand même un super bon choix de base pour l'infanterie. Pour ce qui est des personnages inclus selon Guy automatiquement dans chacune des listes d'armées Thousand Sons, ça va être le prêtre, enfin le sorcier sur disque, le maître des maléfices et bien évidemment Ahriman sur disque qui n'a pas mis dans ce rapport de bataille mais qui vous permet encore une fois de faire un deuxième sort, enfin un sort gratuitement et même si ce dernier a déjà été utilisé à cette phase. Et ça c'est super cool. Il ne pourra le faire qu'une seule fois par partie mais ça peut être vraiment pas déconnant. Et en termes d'unité, on revient sur du rubrique Marines, bien évidemment les Tzaangor sur disque, peut-être les Terminators selon Guy. Moi je suis un peu moins tranché là-dessus, mon avis est un peu moins tranché sur cette unité-là, mais selon Guy, les Terminators sont encore quasiment auto-inclus dans chacune des listes. Et bien évidemment, la Mutalite, tant qu'elle coûte si peu cher, profitons-en. Petite conclusion par rapport au Thousand Sons, moi perso, j'ai beaucoup aimé jouer contre. Je pense que mon adversaire a beaucoup moins apprécié jouer contre le Q-Gen que moi jouer contre le Thousand Sons. Parce que le Q-Gen, en fait, on a l'impression d'avoir à tuer 18 fois les mêmes escouades, puisqu'elles reviennent automatiquement. Je crois qu'au final, quand on joue à 2000 points, on joue peut-être à 2005, 2006, voire plus de points en faisant repop les unités. Donc ça peut être vraiment frustrant pour l'adversaire, je pense. Alors que moi, perso, j'étais assez content de jouer contre le Thousand Sons. Je trouve que c'est assez plaisant parce qu'on arrive quand même à tuer des choses, on arrive à se dépatouiller parce qu'il n'y a pas non plus 150 figurines sur la table. L'armée est ultra charismatique. La phase psychique qui n'existe plus a quand même de l'impact d'une autre manière. Je trouve en tout cas que c'est très certainement une des armées de cette version du jeu qui bénéficie le plus en tout cas de la magie, comparé peut-être aux Grey Knight qui sont un petit peu en deçà à ce niveau-là. Donc je trouve que la traduction, on va dire, de la phase de magie dans les règles de base de l'armée Thousand Sons est plutôt bien faite. J'étais un peu mitigé à la lecture de l'index, et en fait, en partie, je trouve que c'est super plaisant, et c'est moins prise de tête, enfin, ça me paraît en tout cas plus fluide d'avoir que certains sorts qu'on peut utiliser sur n'importe quelle unité plutôt que de devoir sur chacune de nos unités, surtout quand on joue une armée de psycheurs, sélectionner tel sort, il faut se faire des listes, il faut se faire des rappels. Enfin, c'est un peu une galère, il suffit qu'on se trompe d'unité sur laquelle on avait mis un sort et qu'elle n'est pas placée là où on voulait. Enfin, c'est un peu... Là, je trouve que c'est quand même beaucoup plus fluide et je pense que c'est agréable quand on est un joueur Thousand Sons de ne pas avoir ça à gérer en plus. Et pour ce qui est des points négatifs, voilà, les personnages Thousand Sons doivent être protégés, sinon l'armée perd beaucoup en efficacité puisqu'elle aura beaucoup moins de points de cabale. Et en plus de ça, elle perd quand même des personnages pépites qui font quand même pas mal de choses dans l'armée. Donc
attention à bien protéger vos personnages. Et peut-être un autre point négatif, c'est que je trouve qu'on n'a pas non plus 150 000 unités différentes que l'on peut jouer. Mais bon, ça c'est propre à l'index, enfin au codex et à l'armée Thousand Sons. Donc c'est pas vraiment quelque chose qu'on peut citer par rapport au gameplay, c'est uniquement de la composition. Voilà pour ce retour d'expérience sur ce rapport de bataille opposant le Kul'Jen au Thousand Sons. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, vous mettez le petit pouce bleu. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, surtout si j'ai oublié des choses qui étaient intéressantes selon vous à mentionner. Je manquerai pas d'épingler certains de vos commentaires en haut pour que vous puissiez faire bénéficier aux autres de votre propre expérience. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les roommates.